Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine, enregistrée depuis le Cercle des Pareges, une émission toujours organisée en collaboration avec Orange et la maison Bianchi et notre partenaire audiovisuel Y-Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast et elle sera également diffusée chez nos amis de Moselle TV. Avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Valérie Debord. Bonjour Valérie Debord. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal. Pas mal, bien installé? Il y a pire. Il y a pire, donc on est bien. Valérie Debord, vous êtes la première vice-présidente de la région Grand Est, en charge de l'emploi, de la formation, de l'orientation, de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur. Vous êtes aussi conseillère municipale d'opposition à Nancy, ancienne députée de Meurthe-et-Moselle. C'était entre 2007 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous êtes membre des Républicains. Vous avez d'ailleurs été porte-parole nationale de ce parti en 2016-2017. Vous êtes aussi une proche de Xavier Bertrand, on y reviendra. Autant dire que vous connaissez aussi bien les enjeux locaux, régionaux de notre territoire que la manière dont fonctionne la vie politique nationale. Et bien de tout cela, nous allons en profiter avec vous ce matin. L'actualité de ces derniers jours est dominée par la manière dont le président des États-Unis joue avec les nerfs de ses partenaires, si on peut encore parler de partenaires. Que vous inspire toute cette séquence-là de ces derniers jours ? C'est compliqué parce que, il faut être honnête, la tentation isolationniste des États-Unis, elle est réelle et elle ne date pas de Trump. Je suis persuadée que même si les démocrates avaient gagné, ils auraient eu la même tentation. Ils l'auraient fait de façon beaucoup plus élégante, en partenariat. Mais on voit bien que les États-Unis, depuis plusieurs années, et y compris depuis Obama, se recentrent à la fois sur leur marché intérieur et sur les marchés asiatiques. Et de plus en plus dédaignent le marché et l'intérêt européen. Donc ça, c'est quand même une réalité. Après, on est confronté à une personnalité hors norme, dans tous les sens du terme, qui confond quand même ses intérêts privés et les intérêts de la nation, et qui croit que le monde est un grand business, et qu'en fait, on peut, à coups de menton, faire plier et par injonction itérative, faire en sorte d'avoir acquis ce qu'on souhaite. Je pense qu'il va commencer à se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ça, que la Chine raisonne depuis des millénaires sur un temps long, et se fiche bien, somme toute, de ce monsieur qui, dans 18 mois, va se prendre des midterms. C'est vraiment de l'opposition de style, quoi. Dans 18 mois, il y aura des midterms. Donc dans 18 mois, on peut raisonnablement... Les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, pardon. On peut raisonnablement penser qu'on va avoir un retournement de situation. Vous savez, Donald Trump, il a été élu sur une promesse principale qu'on oublie beaucoup, nous Français, le prix de la douzaine d'œufs. Il se trouve qu'aux États-Unis, le prix de la douzaine d'œufs est effarante. En France, on va la toucher à 3 €, 3,90 € si c'est des œufs plein air. Aux États-Unis, elle est facilement aux alentours de 7-8 $. Elle a pris 30%. Donc l'Américain moyen, qui a voté pour Donald Trump sur une promesse de pouvoir d'achat, se rend compte qu'en fait la promesse d'achat, non seulement elle n'est pas au rendez-vous, mais qu'au contraire, son pouvoir d'achat est en train de s'éroder. Et c'est principalement là-dessus que les Américains ont voté. Nous, on voit des considérations autres. Non, les Américains, ils ont voté sur du pouvoir d'achat. Donc il ne faut pas exclure que ceux qui l'ont porté au pouvoir se retournent contre lui, ce qui est déjà en train de se passer. Bernie Sanders n'a jamais eu autant de monde au meeting qu'il organise. Il faudrait que les démocrates s'organisent un petit peu. Et voilà, je pense qu'il y a une séquence difficile jusqu'au mi-terme, et puis après qu'on pourra reprendre un monde normal. Il faut faire quoi? Il faut faire le dos rond et laisser passer... Faire le dos rond, il faut être fort. Ce qu'ont fait les Européens, enfin, je veux dire, les Européens auraient pu avoir la tentation de la division immédiate. Les Anglais auraient pu tout de suite se mettre dans le giron des États-Unis, comme beaucoup l'avaient pensé. Ils se sont tout de suite arrimés avec l'Europe. Les Canadiens de la même façon. Alors ceci dit, voilà. en Europe, il y a une petite faille, en tout cas ce matin. Voilà. Et les Irlandais. Oui. Et les Italiens. Oui, les Irlandais, parce du que Conseil, les grands sièges sociaux, effectivement, de toutes les méta, etc., sont en Irlande, donc on a cette problématique-là. Les Italiens aussi, mais néanmoins, si on a obtenu la baisse à niveau de 10%, c'est quand même pas pour rien. Et puis surtout, on voit que les bourses européennes remontent, mais que la bourse américaine continue de plonger. Parce que la situation d'insécurité n'est pas propice aux investissements. Et puis, vous a pas échappé quand même le scandale qui est en train de monter, de délit d'initié, qui touche Trump et ses amis.
C'est pour ça que je disais qu'il mélange quand même allègrement ses intérêts personnels et les intérêts de sa nation. Mais donc le délit d'initié, l'accusation de délit d'initié, c'est parce que il a annoncé sur son réseau social que c'était le moment d'acheter parce qu'il allait annoncer derrière la suspension de 90 jours, donc ce qui a fait remonter normalement le cours de la bourse. Ce qui a permis à certaines personnes de s'enrichir très rapidement. Alors, vous avez évoqué rapidement ce que pouvait faire l'Europe, plutôt rester groupé, j'allais dire. Vous êtes vice-présidente de la région. Comment, sur ce sujet des droits commerciaux, de l'augmentation des droits commerciaux, la région peut-elle aider? Alors, je crois, j'ai revu d'ailleurs dans un communiqué de presse de la région qui a rappelé quelques chiffres. Le Grand Est, c'est 5,4 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis. C'est ça. Donc, c'est un enjeu comme important pour le territoire et pour les entreprises. Notamment toute la partie agro, viti. Évidemment, vous voyez bien qu'on est une très grosse région viticole, le Champagne, l'Alsace, mais également un certain nombre d'autres vins. Donc là, c'est juste essentiel pour nous. Et puis après, tout ce qui est métallurgie, le président Leroy était d'ailleurs hier avec les fédérations de métallurgie pour voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner. Là-dessus, en fait, nous, on fait un lobbying important au niveau de Bruxelles. On a une maison de région à Bruxelles sur laquelle on travaille avec Région de France, puisqu'on est de nombreuses régions à être dans la même situation. Je ne rappellerai pas ici le cognac, les vins de Bordeaux et d'autres, pour faire en sorte de faire entendre notre voix et qu'on soit toujours dans un concert des régions, unanime avec le concert des nations. Parce que ce que cherchent évidemment les États-Unis, c'est la division et pouvoir essayer de négocier avec chacun. Pour l'instant, alors, modulo, effectivement, quelques éléments, mais bien moindres que ce qu'on aurait pu craindre, et bien moindre que ce qu'espérait Donald Trump et son administration. On voit que ça tient. Donc là, on a 90 jours, sauf que c'est long, 90 jours, c'est très mauvais pour les investisseurs. 90 jours de latence, c'est pas supportable. Parce que c'est d'inquiétude, c'est 90 jours d'inquiétude, d'incertitude. Et le président Macron a raison, on ne peut pas attendre 90 jours. Il faut enclencher tout de suite une négociation pour être fixé et voir en contrepartie, nous, ce qu'on met aussi sur un éventuel relèvement de droits de douane aussi. Donc la région, elle joue son rôle de promoteur des acteurs économiques de notre territoire pour faire en sorte qu'ils continuent évidemment à exporter, à se développer et que cette espèce de gigantesque monopoly auquel joue Donald Trump ne retombe pas sur nos investisseurs. Ce type de bras de fer, ça renforce la légitimité de la région. Le Grand Est pèse forcément plus que si la Lorraine avait été toute seule dans la course. Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Grand Est existe à l'échelle européenne, où avant, les trois antérégions peinaient effectivement à exister. Je vous donnerai juste un exemple, la filière automobile. Nous venons de prendre la vice-présidence de l'Alliance des régions automobiles de l'Union. Il y a 35 régions qui sont dans cette alliance. On en est devenu vice-président, on va en être président à la fin de cette année. On n'aurait jamais pu aspirer à cela à l'aune de ce qu'étaient nos régions précédemment. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de peser économiquement, ça permet de peser politiquement, bien sûr, et de représenter nos entreprises. Donc de ce point de vue, c'est une très bonne nouvelle. Et je connais très peu d'entreprises qui ne le reconnaissent pas. Au-delà de l'action de lobbying que vous pouvez faire, que la région peut faire au niveau européen, et de l'action de négociation de l'Europe, est-ce que vous pensez qu'il est judicieux que les régions ou les États viennent un peu à l'aide des entreprises qui exportent en sortant le chéquier? Je crois que l'Espagne a commencé à le faire, donc ça lance. On commence à dire voilà, on l'a fait pour le Covid. Est-ce qu'on ne serait pas prêt à faire un peu la même chose, un espèce de quoi qu'il en coûte pour aider les entreprises exportatrices? Quoi qu'il en coûte, il coûte quand même 3 300 milliards. Oui, non, mais avec toute proportion gardée, avec dans une autre échelle. Mais est-ce qu'il faudrait en gros faire appel à l'argent public pour aider les entreprises? Il faut regarder les statuts des différentes régions européennes. Nous, les régions françaises, on est des régions qui avons très peu de compétences propres, qui n'ont pas de fiscalité propre. Contrairement aux régions, vous citez espagnoles, mais on pourrait dire la même chose de nos voisins allemands ou de nos voisins italiens. On ne lève pas de fiscalité directe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes étiages.
Ce qu'on a fait sur le Covid, c'est sans commune mesure avec ce qu'a fait l'État. C'est l'État qui, effectivement, a compensé les salaires, a fait en sorte que les entreprises ne s'effondrent pas, etc. Les régions n'ont pas ces compétences-là. Nous, on va avoir des effets leviers sur de l'aide à l'export, sur de l'accompagnement sur de la filière, sur de la détection de nouvelles filières, sur de l'accompagnement aussi. On voit que, par exemple, sur l'exposition universelle à Osaka, on va emmener les vins d'Alsace. Parce que ça, c'est aussi une filière qu'on souhaite promouvoir, accompagner et qui en a besoin. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Mais on n'est pas à l'étiage de l'État et à l'étiage d'un land ou d'une province italienne ou espagnole. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Donc, en plus, avec la révision, la volte-face de Donald Trump, on va voir jusqu'où il peut aller, le garçon, parce que on n'est pas à l'abri d'une volte-face demain, ou demain, il nous dit, finalement, je mets 120. Tout ça est quand même extrêmement complexe. Donc pour l'instant, nous, on se pose, on accompagne, on est en renfort, mais on n'est pas l'État et on n'a pas les compétences de l'État. Donc avant cette séquence sur les droits commerciaux, il y avait eu déjà un retournement d'alliance stratégique de Donald Trump avec les États-Unis qui avaient quasiment tourné le dos à leurs alliés historiques en termes diplomatiques, ce qui a obligé l'Europe et notamment la France à se pencher du coup sur son indépendance et sur son industrie de défense. La même question, quel est votre regard sur cette séquence-là et puis comment la région à les marges de manœuvre de la région pour essayer de mieux structurer peut-être l'industrie de défense régionale. L'Europe a été somme toute très naïve. Pendant des années, on a vécu dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale où on pensait que de toute éternité, les États-Unis allaient continuer à être notre bouclier militaire. Le retour des empires, le retour des impérialismes fait qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les États-Unis, c'est l'Asie. Pour beaucoup de questions très économiques, liées aux métaux rares, liées à la nécessité effectivement de continuer à capter les métaux rares. Et dans ce maelstrom-là, les États-Unis, et encore une fois, il ne faut pas être naïf, c'est pas que Donald Trump. Les démocrates auraient très certainement fait la même chose, plus élégamment, mais l'auraient certainement fait également. Regardent en fait les Européens en disant protégez-vous vous-même, vous êtes bien gentils, mais il y a un moment ça va. Et c'est vrai que les budgets affectés à notre défense n'ont fait que baisser depuis la Deuxième Guerre mondiale. La France singulièrement, néanmoins, est un des pays sur le continent européen qui a continué à avoir une armée de projection, a continué à avoir une industrie militaire extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est une industrie qui se porte bien, qui vend à l'étranger, et donc qui a une vraie capacité de mobilisation, et qui a noué des partenariats, alors, y compris avec nos amis allemands, avec les Anglais, qui souhaitent continuer ces partenariats-là. Néanmoins, les budgets ont baissé. Aujourd'hui, on voit bien que si on regarde nos stocks de munitions, ils sont ridicules. Si on devait se projeter demain, on aurait beaucoup de mal. Donc, il faut resserrer effectivement tout ça. Le parti qu'on a pris avec le président Franck Leroy, parce qu'on est sur une région frontière, parce qu'on a une histoire industrielle forte, y compris en matière militaire, c'est de se positionner aux avant-postes pour capter ce marché de demain. Et on a déjà fait un certain nombre de réunions. On a eu une séance plénière, on a fait venir le général-gouverneur de la place pour parler avec nous, échanger avec nous sur la façon dont on pouvait intervenir sur cette industrie-là. Donc effectivement, on souhaite y être, on souhaite en être philosophiquement, parce qu'on considère qu'il est nécessaire pour la France de se positionner, et puis aussi parce que, somme toute, c'est aussi une façon de mettre en avant notre industrie, nos compétences. On est pour la réindustrialisation de notre territoire. Nous sommes une grande région industrielle qui doit le rester, décarbonée certes, mais qui doit le rester. Et la région est aux avant-postes pour faire en sorte d'être présente en la matière. En termes justement de formation ou d'orientation, il y a aussi des choses à faire. Est-ce que vous avez engagé des discussions avec vos partenaires, avec l'éducation nationale ou autre, ou avec l'armée? Avec l'armée, on a signé une convention. On a signé une convention avec l'armée sur l'orientation pour faire en sorte d'accompagner en fait l'armée dans sa recherche de compétences. L'armée recrute beaucoup. Alors, pas seulement depuis les difficultés liées au conflit ukrainien. L'armée
recrute depuis longtemps et sur des postes très techniques, très intéressants. L'armée recrute beaucoup de jeunes femmes. Ça fait partie de la politique qu'on souhaite aussi initier sur l'égalité hommes-femmes sur les métiers techniques, scientifiques. Et donc ça, c'est aussi une très bonne façon de le faire. Donc on signe avec l'armée depuis maintenant 6 ans des conventions de collaboration pour faire en sorte à la fois de permettre aux jeunes qui sortent de leur contrat à l'armée de trouver une formation en dehors de l'armée, et puis de permettre aussi à des jeunes de découvrir les métiers qui sont liés à l'armée, sur les 3 armes, et puis d'en faire peut-être aussi leur profession. Donc on a renouvelé cette convention-là, et on est assez proactif, effectivement, tant sur l'industrie que sur la formation des hommes et des femmes. Et puis juste un dernier point aussi, l'armée c'est aussi une présence de garnison sur notre territoire, importante. Et nous, on souhaite promouvoir cette présence de garnison, d'hommes et de femmes, qui font vivre aussi des territoires à Beach et ailleurs. Promouvoir, c'est-à-dire comment... Un truc très simple, par exemple, à Beach, vous avez une grosse garnison. Donc, il y a des gens qui sont en garnison, qui ont besoin aussi, comme tout le monde, hein, quand on travaille à un endroit, d'avoir des lieux pour pouvoir se sortir et avoir des moments un peu de convivialité. Donc, on a accompagné le maintien du cinéma de Beach pour faire en sorte qu'il y ait ces moments-là qui permettent aux hommes et aux femmes de cette garnison d'avoir aussi des lieux de détente. Donc on le fera ça à chaque fois que ce sera nécessaire. On a Saint-Dizier, on a Aucher, on a des très belles bases pour les garder, pour faire en sorte que l'armée continue à rester chez nous. Il faut aussi faire en sorte que l'environnement le permette. La région va le faire. Sur ces 2 séquences qu'on a évoquées, on a parlé de l'Europe, de la région, on n'a pas parlé trop parce que c'est peut-être plus difficile du gouvernement, mais on voulait avoir votre point de vue sur la manière dont le gouvernement actuel gère ces sujets-là et plus globalement, comment vous voyez, vous, l'action de François Bayrou depuis qu'il a été nommé? Alors, François Bayrou, il a, pour moi, le gros avantage d'avoir réussi à faire voter un budget. Vous savez, souvent les gens disaient... n'avait pas réussi son prédécesseur LR, Michel Barnier. Tout à fait. Alors, pour plein de raisons, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais souvent on se moquait en disant on peut vivre dans ce pays sans budget, après tout, nos amis belges ont réussi à vivre 18 mois, 2 ans sans budget. On s'est quand même assez rapidement rendu compte que vivre sans budget, c'était quand même extrêmement compliqué, parce que ça avait des déclinaisons réelles et matérielles sur tout le monde, y compris sur nos entreprises. Donc François Bayrou a réussi à faire voter un budget. C'est compliqué, dans des conditions sur lesquelles on pourrait revenir, mais il a réussi à le faire, et pour ça, objectivement, je lui rends hommage. Après, il n'a pas de majorité. Il essaye de tenir comme il le peut, avec 2 extrêmes qui sont juste profondément insupportables, l'extrême droite et l'extrême gauche, avec un climat à l'Assemblée qui est plus proche de l'insurrection que de la construction. Donc c'est très compliqué. Moi je dis qu'il fait ce qu'il peut, que c'est pas évident, que la vraie mauvaise décision, ça a été évidemment la dissolution, qui nous a plongé quand même dans des affres de gouvernance majeures. J'espère bien que ça ne va pas recommencer. Alors, justement, dans quelques mois, normalement... mois de juillet. En juillet, l'Assemblée pourrait être de nouveau dissoute. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, profondément non. Et pas que moi, hein. On sait que la dissolution du mois de juin a un coût économique majeur sur notre économie. D'autant plus qu'on va rentrer dans un autre cycle de turbulence parce qu'on va avoir les élections municipales. Donc faire une nouvelle dissolution à l'approche des élections municipales, je pense que pour tout chef d'entreprise, tout acteur économique, mais tout citoyen, ça serait une très 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 mauvaise décision. Je pense que Emmanuel Macron, qui a fait une forme de mea culpa, en a parfaitement conscience. Donc j'espère, je n'ai aucune information, mais j'espère qu'il ne le fera pas. J'espère pour tout dire qu'en fait Emmanuel Macron ira au bout de son mandat, parfaitement opposé. Vous avez un doute ? Non, je ne pense pas que ce soit dans l'ADN d'Emmanuel Macron de démissionner, pour être très clair. Et en tout cas, je ne fais pas du tout partie des gens qui souhaitent qu'il démissionne. Moi, je suis très attachée à la stabilité de nos institutions, pour que tout simplement on puisse aller au bout d'un certain nombre de réformes. Voilà, François Bayrou fait ce qu'il peut dans un environnement plus que complexe. Le vrai enjeu maintenant, le vrai moment de réalité, ce sera la préparation du prochain budget.
S'il y avait une dissolution, vous aimeriez être candidate? Vous ne l'aviez pas été la dernière fois? Vous en êtes toujours au même point dans la réflexion et dans les mêmes causes conduiront au même résultat. Je ne serai pas candidate. C'était quoi les causes? L'Assemblée nationale, j'ai été députée, j'ai adoré ça. J'étais députée à un moment où il y avait une majorité absolue, où il y avait un cap, une définition, une clarté. Aujourd'hui, je suis première vice-présidente d'une région qui avance, qui a un cap clair, qui a une gouvernance claire. Je suis présidente de la majorité, j'ai une majorité qui dépasse d'ailleurs les frontières de sa propre majorité institutionnelle. J'ai un président qui a un cap clair. On agit concrètement pour notre territoire. Je suis très fière de ce qu'on fait et je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus au niveau national. Ça ne vous intéresse pas d'être dans une assemblée où vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous avez envie de faire ou de mener la politique que vous avez envie de mener? Être députée aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour voir l'extrême droite et l'extrême gauche se taper dessus à longueur de journée et produire rien, quel est l'intérêt? Mais ça veut dire, mais à un moment donné, si vous êtes LR, donc on peut penser que vous avez envie, que vous souhaitez que votre famille politique revienne au premier plan. On est dans un cas de dissolution. Le vrai moment de décision, ça sera au moment de l'élection présidentielle. Notre Ve République est ainsi faite que c'est au moment de l'institution que représente l'élection présidentielle que les grandes décisions se prennent. Au moment de l'élection présidentielle, on peut espérer qu'il y aura derrière une majorité. Ça, c'est autre chose. Mais là, en ce moment, s'il y a une nouvelle dissolution, non, ça n'a aucun sens. Pour vous, il n'y a pas de majorité possible en cas de dissolution? Non. Une majorité claire. Sera exactement pareil. Ça sera exactement le même... oui, le président de la République, c'était... Et encore une fois, je ne souhaite pas du tout qu'il change. Enfin, jusqu'en 2027. Ça sera Emmanuel Macron. On est toujours sur les mêmes non-dits. L'axe central n'a pas encore créé une vraie coalition. N'a pas réfléchi à une vraie coalition. Voilà, tout ça est beaucoup trop flou et ne permettra pas de cranter une vraie politique. Alors, donc ce qui pèse dans le débat, dans le débat national actuellement, c'est la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, donc par le tribunal de Paris, dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Donc je rappelle, condamnation à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique, une amende de 100 000 € et 5 ans d'inéligibilité avec une exécution provisoire, c'est-à-dire effective de suite. Donc dans ces conditions, même s'il y a un appel qui pourrait avoir lieu avant la présidentielle, dans ces conditions, Marine Le Pen ne pourrait en théorie pas pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027. Quelle est votre analyse? Non pas commenter la décision de justice, mais quelle est votre analyse de la situation actuellement et du débat quand même qui a lieu sur cette peine d'exécution immédiate en termes concernant l'inéligibilité? Alors, un coupable, c'est un coupable. Enfin, c'est pas une victime. Donc, il y a un appel, la justice est bien faite. Si l'appel considère qu'elle n'est pas coupable, on verra bien. Pour l'instant, les juges ont considéré qu'elle était coupable, dont acte. Exécution provisoire, ça existe, c'est dans la loi, dont acte. Je rappellerai juste que Hubert Falco a eu une exécution provisoire. Hein. Le matin, il était maire de Toulon. L'après-midi, il n'était plus maire de Toulon. Ça n'a pas eu le même retentissement, certes, mais c'est ainsi. Je pense que le premier devoir d'un responsable politique, c'est quand même de respecter la séparation des pouvoirs. Je suis très très choquée par la manifestation que le Rassemblement national a organisée dimanche dernier. Je suis très choquée par les différents soutiens qui sont apportés aujourd'hui au Rassemblement national, qui flirtent bon le populisme. C'est pas ça la République française. Et je vois quand même autour de moi que les Français ne sont pas dupes. Que cette manifestation n'a pas rencontré de succès et que les gens, somme toute, savent très bien faire la distinction entre l'agitation et la réalité nécessaire pour exercer des responsabilités de premier plan. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça change le paysage? Oui, bien sûr. Modulo, effectivement, l'appel. Je respecte, on ne sait jamais. Est-ce que ça change le paysage? Oui, on verra bien. Néanmoins, quand on fait de la politique, il ne faut pas faire de la politique par rapport à ses adversaires. Il faut faire de la politique par rapport à ses convictions. Et mon parti, les Républicains, dont j'ai toujours été adhérente, même à des moments quand même complexes. Vous n'avez jamais eu envie de... Si, plein de fois. De partir? Plein de fois. Notamment... À Ciotti. Voilà. Ciotti, c'était... Et plein de fois, j'ai eu envie de partir. Et pourquoi vous êtes resté? Cause des militants. C'est quand on est élu, quand on fait une campagne,
Il y a des gens autour de vous, des gens qui donnent du temps, qui donnent de l'engagement, qui donnent sur leur famille, qui vont coller, qui vont tracter, qui sont formidables. On n'a pas le droit de leur faire ça. Pour les élections, pour les législatives, j'ai été, comme d'autres, approchée par le parti d'Emmanuel Macron pour être candidate sous son étiquette. Je ne l'ai pas fait, parce qu'on n'a pas le droit de trahir ceux qui vous ont fait. Ça, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Voilà. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, du coup, voilà, c'est le choix que j'ai fait. Je suis restée dans ma famille politique. Proche de Xavier Bertrand, j'ai néanmoins fait un pas, effectivement, par rapport à la gouvernance qui existait. Je soutiens aujourd'hui, dans le duel, Bruno Retailleau. Je suis même ambassadrice de la campagne de Bruno Retailleau pour le Grand Est. Alors pourquoi, justement, pourquoi ce soutien à Bruno Retailleau? Alors, Bruno Retailleau, alors, sociétalement, est un peu éloigné de moi. Disons les choses telles qu'elles sont. Et de Xavier Bertrand. Il a pas plus sur l'aile droite, toi. Très clairement. On est loin de la droite sociale, dont acte, sans aucune difficulté. Il a pour lui, moi j'étais au moment de 2012 quand on a préparé le projet pour la campagne de Nicolas Sarkozy, j'étais avec lui. Donc il y avait lui, il y avait Bruno Le Maire, et on avait travaillé sur ce projet. Donc je le connais bien. C'est un homme profondément sincère et intègre. Il a ses idées, sociétalement assez éloignées des miennes. Il n'en a pas changé, mais il a parfaitement conscience que ses idées sont aujourd'hui pas du tout majoritaires. Et moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, sur le mariage pour tous, sur un certain nombre de choses, nous n'avons pas les mêmes idées. Il m'a dit, mais Valérie, il n'y a aucun sujet. Je sais que je ne suis pas majoritaire. Il ne faut pas me demander de changer de conviction, mais je ne vais pas demander au pays de changer ses convictions. Je suis ce que je suis, mais je ne viendrai pas sur ces sujets-là. Après, sur le reste, qui sont des sujets économiques, c'est un libéral, Bruno Retailleau, et de ce point de vue, nous sommes proches. Et puis sur ce qu'il met en place depuis 6 mois qu'il est à la tête de Beauvau, je trouve qu'au-delà du volontarisme exprimé, il y a des résultats. Et notre famille, elle a aussi besoin de résultats. Et à côté de ça, Laurent Wauquiez, dont je ne dirais pas de mal, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire du mal. Donc pour rappeler, hein, donc il y a 2 candidats affichés en tout cas, c'est Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la primaire. Voilà, avec une décision, un vote, je crois, des militants le 17 mai. 17 et 18. 17 et 18 c'est sur 2 jours, voilà. par scrutin électronique. Donc sur Laurent Wauquiez. Sur Laurent Wauquiez, que je connais bien également, les propositions qu'il fait notamment sur le management du parti. Enfin, je rappelle qu'on est sur une élection de parti. Voilà. Mais c'est pas la primaire, c'est la présidence du parti. C'est la présidence du parti, sur quelque chose d'extrêmement jacobin, d'extrêmement centralisé, là où Bruno Retailleau propose de renforcer les fédérations, de renforcer les territoires, de travailler y compris à l'échelon régional. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a une vraie différence d'appréhension par rapport à ça. Donc j'ai porté mon choix, et Xavier Bertrand aussi, hein, parce que évidemment, moi je suis la secrétaire générale adjointe du mouvement de Xavier Bertrand, nous avons porté notre choix sur Bruno Retailleau. Et si vous voulez m'amener sur Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais y aller. Sur aussi le fait qu'il y a quelques mois, Laurent Wauquiez disait qu'entre lui et le RN, la seule différence c'est l'économie. Voilà, il y a aussi ça. Je trouve qu'il y a une porosité populiste qui est très éloignée de mes convictions. Moi je viens de l'UDF, je ne viens pas de l'URPR, hein, je viens de l'UDF. Et je suis très très attachée au caractère humaniste et universaliste de notre République. Ce que ne sera jamais le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est une boutique et une arrière-boutique. Cette arrière-boutique, elle n'a rien cédé de ses fondamentaux. Et ses fondamentaux, c'est celle d'un parti qui a en son sein des gens qui ont voulu la mort du général de Gaulle, qui sont profondément antisémites, racistes et non inclusifs. Ça, c'est la réalité. Et la boutique, la beau se ravaler, la réalité qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale fait que le ravalement, il est vraiment de façade. Donc l'union des droites, ça se fera, en tout cas jamais avec vous, en tout cas. Bon, alors déjà, l'extrême droite, voilà, le Rassemblement national n'a de droite économiquement que le nom, beaucoup plus proche du programme de Jean-Luc Mélenchon, attrape tout. Et puis, ces gens, je les connais bien, je les vois au quotidien à la région. Le vernis craquelle très rapidement.
très rapidement, on va sur des propos qui ne sont pas ceux de Républicains. Et je ne parle pas de leurs idées économiques qui sont plus proches, comment dire, de celles de Vladimir Poutine ou de Donald Trump d'ailleurs, que de celles de vrais libéraux. Mais quand on a ce que vous êtes en train de nous dire, que vous avez soutenu Xavier Bertrand, qu'on voit ce qu'il a pu faire dans sa région, est-ce que soutenir Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, c'est pas un peu la peste ou le choléra, vu votre passé, vu les idées que vous défendez? Alors, Bruno Retailleau, je regarde ça aussi, a été président de région. Quand vous regardez ce qu'il a fait dans sa région, c'est extrêmement intéressant économiquement. Il est, encore une fois, un homme, certes, avec un certain nombre d'idées, mais très respectueux des autres. Il n'est pas dans l'embrigadement. Il n'est pas du tout dans cette décision-là. Et puis, encore une fois, on ne parle pas de l'élection présidentielle. On parle de l'élection du parti. Ça n'existe pas à droite quelqu'un qui est solide économiquement et qui, socialement, a quand même des choses... Si, il s'appelle Xavier Bertrand. Voilà. Il s'appelle Xavier Bertrand. Il a parfaitement réussi. Il a parfaitement réussi, effectivement, dans sa région. Il est candidat à l'élection présidentielle. Je vais revenir juste sur Laurent Wauquiez, vous avez tendu la perche. Hein. Laurent Wauquiez qui a annoncé effectivement, qui propose que les OQTF soient déportés, je ne trouve pas d'autres noms, stockés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, votre réaction, voilà, déjà premièrement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est vraiment aussi une conviction chez lui ou c'est simplement des propos électoralistes, populistes pour draguer la frange la plus à droite des LR, ou alors est-ce que c'est aujourd'hui les adhérents LR qui peuvent entendre ce genre de discours? Je veux répondre ce qu'a répondu l'entourage de Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez est bien trop intelligent pour croire à ce qu'il dit. Donc Laurent Wauquiez oui, est trop intelligent. Bien trop intelligent pour croire à ce qu'il dit. C'est juste agiter quelque chose pour exister dans le débat public. Voilà, c'est vrai que Bruno Retailleau, parce qu'il est ministre, voilà, c'est ainsi fait. On parle beaucoup de lui, etc. Peut-être un petit peu moins de Laurent Wauquiez dans la campagne. Et donc, il agite des choses comme ça pour avoir un éclairage médiatique. Bon, cette proposition n'est ni sérieuse ni digne, donc on ne va pas épiloguer dessus. Et je pense honnêtement que les militants républicains méritent un peu mieux que ça. Et le fait de faire campagne pour Bruno Retailleau, est-ce que c'est un calcul, une stratégie un peu, même si je parle de vous, mais de Xavier Bertrand, tous les grands, on va dire, les grands responsables LR pratiquement sont derrière Bruno Retailleau. Donc est-ce que Xavier Bertrand y va pour faire comme tout le monde, ou est-ce qu'il y a un peu, voilà, un deal en gros, à toi la présidence, et puis je compte sur toi derrière pour me soutenir pour être candidat à la présidentielle? Bon, alors déjà les deals en politique, vous savez, c'est bon. Voilà. Ensuite, c'est l'élection de notre parti politique. Voilà, il y a 2 candidats qui sont qualifiés. On fait de la politique, il faut quand même en choisir un. Les gens qui disent « je ne choisis personne », c'est comme un peu bizarre pour des responsables politiques. Ensuite, on verra bien ce qui se passera. Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, Bruno Retailleau a très bien réussi comme président du groupe Les Républicains au Sénat, a très bien réussi dans sa région, est un homme d'écoute, un homme d'action, mais surtout un homme d'écoute. Et quand on veut préparer une élection présidentielle, avoir à la tête de notre parti un homme d'écoute, c'est beaucoup plus intéressant. J'aimerais parler de votre place à vous à la région, dont vous êtes la première vice-présidente. Vous auriez pu être présidente. J'aimerais déjà que vous nous redisiez pourquoi vous n'avez pas voulu être présidente, alors que ça aurait dû être vous. Hein. Si la logique avait été la première après Jean Rotner, c'était vous. Et vous avez dit non. Alors, Franck était premier vice-président. Si vous voulez, après c'est l'histoire de vie, c'est l'histoire personnelle. Il se trouve qu'à ce moment-là de ma vie, ça n'était pas calculable. Voilà. Il se trouve aussi que Franck est très bien, que je suis infiniment heureuse qu'il soit aujourd'hui président de notre région, que pour être très clair, je souhaite qu'il le reste. Il est un maire-président. C'est l'ancien maire d'Épernay qui parle à ses collègues. C'est-à-dire, c'est quoi un maire-président? Il sait, quand il parle aux maires, comment leur parler, parce qu'il connaît leurs difficultés. Il connaît les sujets sur lesquels ils ont besoin d'être accompagnés. Épernay, c'est une commune de 22 000 habitants, c'est vraiment à taille humaine. Donc il a cette connaissance très fine là. Il passe très bien.
Il est extrêmement agréable au quotidien, dans la relation que nous avons. Donc ça se passe bien, je pense que ça se sent. Et ça nous permet en fait d'avancer sur des grands chantiers sans être dans une opposition qui peut exister par certains moments. Donc j'ai ni regret ni envie. Comment vous êtes répartis les rôles? On le voit quand on assiste aux séances plénières. Lui, il est assez consensuel, assez enveloppant, je dirais. Vous, par contre, vous êtes beaucoup plus cash, beaucoup plus tranchante. Politiquement, notamment avec le RN, c'est vous qui montez au front souvent. C'est dealé entre vous, c'est comme ça? Ou ça se fait naturellement, votre duo? Moi, je suis président de la majorité. Donc c'est aussi une question de représentation. Il est le président de l'hémicycle, le président de la région. C'est normal qu'il soit dans un rôle plus ensemblier. Bon, Jean Rottner, il l'était beaucoup moins. Néanmoins, il essayait aussi d'emmener. Voyez, enfin, le président de l'institution, il doit être à l'écoute de tous. C'est important. Le président de la majorité, il est plus clivant. C'est normal. Après, il y a aussi une question de personnalité. Néanmoins, Franck Leroy, on ne peut pas considérer qu'il est à aucun moment en forme de connivence avec le RN. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je veux dire, soyons aussi très clairs. Il sait dire quand il faut dire. Mais vous le le dites quand même d'une autre manière. Oui, alors après, c'est certainement une question aussi de personnalité. J'ai peut-être une personnalité plus tranchante que la sienne. En tout cas, tout ça est fait en bonne intelligence et toujours coordonné. C'est quelque chose qui vous plaît, la joute politique comme ça, c'est pas que ça me plaise, mais je ne supporte pas le populisme mêlé de tromperie. Et c'est quand même juste la marque de fabrique du Rassemblement national. Donc ça se dénonce. Vous avez dit que vous souhaitez qu'il reste président de la région. Il n'y a quand même jamais eu de président de la région Lorrain. C'est symbolique ou il faudra quand même un jour qu'il y en ait un Déjà, si vous voulez, une présidence de région, c'est pas un truc qu'on se partage, quoi. Enfin, je veux dire, alors après, il faut le décliner. Il faut un Lorrain du Nord, un Lorrain du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Tout court. On sait comme qu'il y a des équilibres dans la constitution. Dans la constitution de l'exécutif, il y a quand même un équilibre géographique, on le sait. Il y a des équilibres, mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, il faut le bon président pour la région. Moi, c'est à ça que je suis attachée. Et à la personne qui va permettre à cette région de continuer à grandir au sein de notre pays et au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, la place des régions est de plus en plus importante. Elle pèse économiquement, la nôtre existe. On est par exemple une des régions qui dépense le mieux et de façon la plus importante les fonds européens. Il faut que ça continue. Et il faut qu'on continue à être regardé de ce point de vue. Donc je crois qu'il faut la bonne personne, au-delà de je saupoudre, voilà. Ça c'était bien quand la région n'était pas le modèle de ce qu'elle est aujourd'hui, était plus une adjonction d'intercommunalité et de territoire, donc avant la réforme. Je pense que Franck aujourd'hui, Franck Leroy est vraiment quelqu'un qui a pris la mesure du poste, qui est extrêmement apprécié, qui est reconnu au niveau de l'ensemble des ministères de notre pays. Et on sait que c'est important, on est quand même un pays toujours jacobin, qui a des responsabilités, notamment au niveau de l'AFIT, l'agence des transports, importantes. C'est aussi important pour notre région, les transports. Voilà, donc en tout cas, c'est le souhait que j'exprime en tant que présidente de la majorité. Donc, Auriel a souligné, il n'y a jamais eu de président du Grand Est issu de la Lorraine, il n'y a jamais eu non plus de présidente. Donc, il n'y avait jamais eu de première vice-présidente. Donc voilà. Et il n'y avait jamais eu de présidente de la majorité. Donc est-ce que, où je veux revenir, c'est une question un peu classique, mais qu'on pose souvent lorsqu'on a face à nous des femmes politiques. Est-ce que la position des femmes a changé dans le monde politique? Est-ce que c'est toujours aussi dur pour une femme de s'imposer dans ce monde-là? Ou est-ce que maintenant tout ça, c'est derrière nous et finalement le gros du chemin a été fait? En fait, vous savez, je ne pense pas que chez les journalistes soit beaucoup plus simple pour une femme. Je ne pense pas que chez les chefs d'entreprise soit beaucoup plus simple pour une femme. En fait, c'est les niveaux de plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, les vrais niveaux de responsabilité, voilà, il y a toujours un moment où c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
Quand on veut s'engager, quand on est volontaire, c'est beaucoup plus simple. On voit que les derniers bastions sont tombés, puisque même dans les communes de moins de 1000 habitants maintenant, on va avoir enfin des listes à parité. Ça, c'est quand même juste essentiel. C'était incongru quand même que dans notre pays, on n'ait pas encore cette possibilité-là. Donc petit à petit, les choses se mettent en place. Donc je pense que c'est pas si compliqué que ça. C'est difficile parce que, parce que c'est un truc en plus, parce qu'il y a un travail à côté. Je rappelle que être élu, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Que moi j'ai fait aussi des choix personnels par rapport à ça, que quand vous avez une famille en plus à côté, et quel que soit le métier que vous exerciez, quand vous êtes une femme, néanmoins, et toutes les études statistiques le montrent, c'est pas comme un homme. Que même si les hommes font un peu plus de tâches domestiques que les femmes, et qu'on gagne quelques minutes chaque année, néanmoins, la charge mentale, elle est quand même toujours beaucoup plus sur la femme que sur l'homme, que vous soyez cadre ou pas, que vous ayez un mandat d'élu ou pas. Et ça, c'est une réalité sociétale, c'est pas une réalité liée à l'exercice d'un mandat d'élu. C'est rare un homme qui refuse un poste parce qu'il privilégie sa famille. Oui. Ça n'existe pas. Tandis que vous, c'est un peu ce que vous avez fait pour la région. Oui, mais il faut pas le... Enfin, voilà, c'est... je suis pas victime. Non, non. Voilà, c'est-à-dire que, par contre, on le choisit. Moi, je suis pas victime. Voilà. Après, néanmoins, moi, je vois de plus en plus d'hommes qui prennent des congés paternité. Je vois de plus en plus d'hommes qui, effectivement, prennent une année sabbatique pour s'occuper des enfants. Et c'est le conjoint, la conjointe qui, effectivement, va travailler. Je ne dis pas que c'est majoritaire, mais sur une génération, plus une génération de trentenaires, on est d'accord, qui n'est pas la mienne, sur une génération, c'est des choses qui sont en train de monter. C'est une réalité. Je n'ai pas fait ce choix, mais je l'ai fait de façon éclairée et non imposée. Et le sexisme en politique à la région, est-ce qu'il est encore présent? Il était présent comme partout, malheureusement, ailleurs. Est-ce que là, vous avez vu aussi les choses évoluer dans ce sens-là? Alors, au RN, il est encore assez présent. Ils sont bien en mode faut repriser ses chaussettes. Pas dépasser une certaine étape. Après, ailleurs, non. Non, enfin, très objectivement, non. Ça n'existe pas. Et avec Franck Leroy, ça ne peut pas exister. On parlait Une femme présidente de la région, ça pourrait avoir de la gueule. Une femme maire de Nancy, ça pourrait aussi avoir de la gueule. Est-ce que vous êtes toujours au même point de la réflexion que vous, c'est-à-dire on va la préciser parce que je vais l'expliquer. La semaine, il y a quelques semaines justement titré l'hypothèse Valérie Debord, voilà. Parce que votre nom ressort. L'hypothèse Debord. L'hypothèse Debord. Ouais. C'était trop long pour la vérité. Oui, c'était trop grand. Parce que votre nom ressort, parce qu'on vous a trouvé plus présente sur le terrain à Nancy, parce qu'il y a des élus qui nous disent en off, ça serait bien que ce soit elle qui y aille. Néanmoins, vous dites. C'est Laurent Hénard, et tant qu'il ne me dit pas, en gros, vas-y, je n'irai pas. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est encore une fois, dans la vie, vous faites des choix. Moi, je suis première vice-présidente de la région, je m'y trouve extrêmement bien. J'ai un métier, j'ai une famille. Les gens qui courent après tout, courent après rien. Moi, je ne construis pas un château de sable. Aujourd'hui, Laurent est candidat. Pas vraiment, pas vraiment candidat encore. On part en tandem, on a décidé d'avancer et on avance. On a mené des groupes de travail, on a pas mal de gens qui nous rejoignent, les choses se mettent en place. On a un peu le temps, c'est dans un an. Voilà. On n'a pas trop de problèmes de notoriété, ni lui ni moi. Voilà. On connaît bien notre ville. On n'a pas trop de problèmes de gens qui veulent venir avec nous, on en a beaucoup. C'est pas vraiment un sujet. On aura plutôt des problèmes de choix. Donc, on met les choses en place tranquillement. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire ce qui se fait toujours en politique. C'est-à-dire, c'est qui à la place de quoi. Ce qui est important pour nous, c'est... moi, j'adore Nancy. Voilà. J'aime profondément, et j'aime beaucoup Metz aussi, mais voilà, Nancy, c'est ma ville. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études. Je l'aime intrinsèquement. J'en connais quasiment toutes les rues.
son histoire humaniste, son histoire universaliste, cette façon dont elle a construit son université, cette façon dont elle a toujours été généreuse, cette façon dont c'est une ville de place, qui s'est construite en Renaissance, qui permet en fait d'allier à la fois un urbanisme très minéral, mais en même temps des parcs extrêmement intéressants, ce rattrapage sur l'eau. Voilà, cette ville, elle a un charme inouï, et je n'accepte pas la façon dont aujourd'hui elle est défigurée. Donc c'est pour Nancy. Voilà. Pour Nancy, il nous faut un projet. Pour Nancy, il nous faut faire en sorte que les gens adhèrent. Je ne veux pas qu'ils adhèrent à un homme, à une femme. Je veux qu'ils adhèrent à un projet. C'est ce qu'on construit. C'est quand même important, le qui, surtout dans une municipale. Oui, mais néanmoins. Parce que dès que vous rentrez dans l'homme et la femme contre, vous rentrez dans la joute. Je connais ça tellement par cœur. Voilà, tellement par cœur. Et c'est normal. À un moment donné, il va falloir un candidat. Oui, une candidate. Mais pas qui tire pendant la liste. un an. Alors comment ça va? Si on comprend bien, vous êtes presque, ce que vous dites, vous êtes interchangeable pratiquement avec Laure Hénart, d'après la description que vous nous faites. Vous avez fait aussi une déclaration d'amour à la ville de Nancy, donc on voit que vous vous préparez. Mais comment ça va se jouer, in fine? Comment va être désigné le ou la candidate Vous verrez. Non mais c'est que... Vous verrez. À quel moment? À janvier. C'est quand? Laurent Hénart, il dit janvier. Bien sûr. Non mais Laurent est un excellent candidat. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Voilà. Et Emmanuel Lacresse qui sort du bois un peu avant tout le monde, vous avez quel regard là-dessus? Ancien député Renaissance. De Vendeuvre. De Vendeuvre. Petite précision. Non, mais voilà, il était au lycée à Vendeuvre, c'est intéressant. Oui, parce que c'est vrai qu'il a été un peu parachuté aux dernières législatives. Ok. Juste sur les municipales, ça va être quoi les sujets qui feront la différence à Nancy sur ces élections? La place de Nancy dans la région. C'est une ville qui aujourd'hui est en train de perdre des parts de marché sur tout. Bien placé pour le voir. Surtout, c'est-à-dire quelques exemples. Population, université, développement économique, de façon extrêmement claire. Et puis après, si on vit Nancy, on a des problèmes assez importants en termes de proximité, de propreté, de nettoiement, de voirie, de déchets, de sécurité aussi. Alors, ça, c'est dans toutes les grandes villes, me direz-vous. Mais néanmoins, les réponses ne sont absolument pas à la hauteur. On est quand même sur une commune où, quand on parle et qu'on pose des réels problèmes de sécurité, comme partout, on nous répond sentiment d'insécurité. Voilà. Et puis après, gouvernance. Aujourd'hui, on a quand même une équipe municipale qui est NUPES, donc qui gouverne avec LFI. Ce qui, pour moi, est intrinsèquement un problème. Intrinsèquement et philosophiquement un problème. Nancy, l'universel, ne peut pas avoir des gens proches de Jean-Luc Mélenchon dans sa majorité. Ça, c'est impossible. Merci Valérie Debord. Merci. Et avant de conclure définitivement, on va passer la parole à l'auditoire, savoir s'il y a des questions. Juste une remarque, on a parlé de la parité. Que pensez-vous de l'Assemblée qui est en face de vous en la matière? Je me suis fait la même réflexion tout à l'heure. Bien, il y a des X et des Y. Je sais pas, écoutez, je ne sais qu'en dire. Je ferais peut-être revoir votre fichier. Oui, peut-être. On peut discuter avec le cercle de Parège pour... Bonjour, Patricia Lecoq-Orange. Donc, j'ai une question complémentaire par rapport à ce qui vient d'être fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la région Grand Est pour qu'il y ait plus de femmes, justement, dans nos entreprises, dans nos industries? Dans le milieu économique, notamment. Dans le milieu économique. Alors, dans le milieu économique, il y a des femmes. Enfin, moi, je visite énormément d'entreprises. Le vrai sujet, c'est la R&D, la recherche et développement, les startups. Et là, il y a un effet levier extrêmement intéressant au niveau des banques. En fait, on a fait un certain nombre d'études, on s'est rendu compte que les banques prêtent à moins de 5% sur une start-up quand c'est une femme. Donc ça veut dire, moi j'exclus pas, par contre là, de mettre un effet différenciant pour faire en sorte qu'en fait, on valorise quand c'est une femme qui porte une start-up. Parce que là, on voit bien qu'il y a
inconsciemment ou pas, hein, mais qu'en tout cas, les banques sont beaucoup moins enclines à prêter à des startups quand c'est une femme qui est à la tête de la startup. ISO, business plan, voilà. Hein. Et ça, donc, c'est une difficulté. Et cette difficulté-là, il faut la gommer. Je considère qu'en fait, notre rôle à nous, c'est de gommer les difficultés, pas de valoriser ou pas, c'est de gommer. Ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle je souhaite, avec Franck Leroy, avancer. Et du coup, ma question initiale, c'était pour la région Grand Est. L'enjeu primordial, vous avez cité un certain nombre de domaines et de stratégies à avoir, mais l'enjeu primordial pour les 10 années à venir, à votre avis, c'est quoi? La réindustrialisation. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les métiers d'industrie sont des métiers qui rayonnent sur notre territoire, permettent en fait des niveaux de rémunération importants, permettent d'exporter, permettent aussi d'avoir de la recherche et du développement, donc de faire vivre nos universités. Donc par capillarité, c'est extrêmement positif comme développement économique. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on a un vivier, singulièrement ici en Lorraine. On est une région de mono-industrie à la base. On a réussi en fait à s'ouvrir sur d'autres choses, mais il faut qu'on continue et que les grands chantiers de demain, notamment les chantiers du nucléaire, c'est des métiers de l'industrie et qu'il est hors de question qu'on passe à côté. Oui, bonjour, André Boussert, président de l'UE 57. Mais moi, j'avais plutôt une question concernant les municipales. L'État se retire de plus en plus au niveau des aides pour les petites communes. Comment la région Grand Est pourrait venir en complément au niveau des petites communes? Alors, on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était le 5 avril de mémoire 2024, notre troisième pacte des ruralités, où on accompagne en fait les communes de moins de 1500 habitants sur leurs investissements. Donc on accompagne jusque sur des niveaux d'investissement qui permettent en fait aux communes de faire des travaux sur lesquels en fait non seulement l'État mais aussi les départements qui ont subi une saignée non négligeable, aujourd'hui ne peuvent plus intervenir à leur côté. Donc on a aussi, avec la majorité, avec Franck Leroy, souhaité jouer un peu ce rôle d'amortisseur à destination de nos communes, dont on voit bien qu'elles peinent effectivement à produire des investissements. Aussi parce que pour nous, c'est important que les maires, les conseils municipaux des communes petites, 1500 c'est pas forcément petit, mais aussi en dessous, continuer à jouer ce rôle vis-à-vis de nos concitoyens, ce rôle d'amortisseur social, de lien social, qui est juste essentiel, et leur donner les moyens de pouvoir le faire. C'est un peu plus de 20 millions d'euros par an. Bah, c'est aussi une façon de leur dire, on est là, la région est là, ok, il y en a qui sont plus là, mais nous, on est toujours là pour vous permettre d'avancer sur vos projets. Et puis, ce n'est pas neutre, c'est aussi, parce que ce sont des investissements, de l'argent local qui va directement sur les entreprises. Et donc, c'est aussi une façon de faire vivre économiquement le territoire. Madame la vice-présidente, merci pour votre propos toujours très, très clair. Merci pour ce témoignage. On n'a pas trop abordé la dimension transfrontalière de notre région. Je sais que vous y êtes attaché aussi à cette relation transfrontalière. Vous travaillez sur beaucoup de sujets avec nos amis allemands, luxembourgeois, belges, sur la cybersécurité par exemple, sur l'automobile aussi, et mon voisin pourrait en parler également. Est-ce que vous pensez que le Grand Est a quelque chose à tirer de particulier de cette position avec la grande région pour peser plus fort à Bruxelles, ou est-ce que c'est complètement désincarné ? Non, alors on le fait déjà, hein, notamment sur la maison de région que nous avons à Paris. On a le Land de Sarre qui est avec nous. On travaille beaucoup au niveau de Bruxelles avec nos voisins pour faire des actions de lobbying concertées. On était dans le Bade-Württemberg il n'y a encore pas très longtemps à l'invitation du président Kretschmann. On est resté en séminaire pendant 2 jours pour justement jumeler nos actions en termes de recherche et de développement, de cybersécurité, d'IA, de numérique, et aller faire en sorte de capter des fonds pour nos universités. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on devrait travailler peut-être plus méthodiquement,
Et ça fait partie de notre agenda aujourd'hui, d'être de façon beaucoup plus méthodique en lien avec nos voisins transfrontaliers pour capter ces fonds européens, faire en sorte qu'ils reviennent sur nos territoires, notamment sur nos universités, et puis que derrière, nos entreprises puissent en bénéficier. Voilà, merci. Ce sera le mot de la fin, si vous le permettez, Valérie Debord. Merci d'avoir joué le jeu de Sans filtre, mené en collaboration avec nos partenaires Orange et la Maison Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous le 15 mai prochain pour un nouveau rendez-vous avec une autre femme élue. Il s'agira de Béatrice Agamemnon. Merci, à bientôt. Merci.